Dick Sander. Il est rare que je m'exprime sur l'actualité politique, parce que la politique, comme je te l'ai souvent dit, on la cerne jamais vraiment. Donc on parle de quelque chose qu'on ne connaît jamais. Mais j'ai envie de te parler de l'actualité d'un tout petit pays, d'un peu plus de 2 millions d'habitants, qui s'appelle le Gabon, qui est un pays de l'Afrique centrale. Il se trouve que ce pays, je le connais un peu, parce que ma seconde épouse était gabonaise et que j'ai eu 2 enfants avec cette femme. Je trouve que c'est assez extraordinaire parce que, avant d'être marié avec une Africaine d'origine, qui a obtenu sa nationalité française au bout d'un certain temps, 9 ans après que je l'ai connue, avant donc cela, je n'avais aucune conscience en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que Blanc, des réalités africaines et des réalités de ce que finalement on est quand même obligé d'appeler le peuple noir. Parce que les Noirs entre eux se reconnaissent comme un peuple. Moi, je ne pense pas que ce soit un peuple au sens génétique et racial, puisqu'on vient tous de l'Afrique. Nous sommes tous africains à l'origine. Mais c'est une conscience. Et c'est une conscience qui repose sur une part de, bien sûr, de fantasmes, bien sûr de croyances. Mais c'est là et ça existe. Et j'en ai fait l'expérience, je vais te dire, quand il a fallu mettre nos enfants à l'école, dans les bonnes écoles françaises de la République, et où, à ma grande surprise, alors qu'il y avait pourtant, depuis l'ère Mitterrand, qui était ma jeunesse, eu ce véritable lessivage des esprits, surtout à l'époque de l'ère Mitterrand, pour inculquer aux gens d'abandonner leurs croyances racistes, eh bien, nous avons fait l'expérience, j'ai fait l'expérience du racisme au quotidien par des gens qui pourtant étaient des gens apparemment comme il faut, des professeurs, de l'administration, d'école, et d'autres gens qui sont des intervenants dans le domaine socio-éducatif. Et j'ai constaté que, ouais, le racisme, eh bien, c'est un fléau. Le racisme, c'est quelque chose qui fait mal et qui existe tout le temps. Alors, bien sûr aussi, j'ai pu expérimenter le racisme de l'autre côté, le racisme des Noirs pour les Blancs. Et c'est pas mieux. Mais je dois dire que j'ai bien pris conscience de tous ces éléments et je suis en quelque sorte passé de l'autre côté de la barrière. Est-ce que ça donne le droit de parler d'un pays où je n'ai pratiquement pas mis les pieds, ou très peu, parce que j'ai partagé ma vie, qu'elle a été mon épouse pendant 9 années, une femme du Gabon, et pas n'importe laquelle, puisque le hasard total a fait que elle se trouvait être affiliée, apparentée à cette fameuse dynastie qu'on vient de détrôner le 30 août par un putsch. Et donc, ça me donne envie quand même de te dire 2-3 choses, et de dire 2-3 choses aussi aux Africains, parce que je me sens quelque part, ayant 2 enfants qui sont franco-gabonais, qui sont métis, 2 très jolies petites filles, je me sens africain aussi, de cœur en tout cas. J'ai mélangé mon sang avec l'Afrique, qui est vraiment un continent dont je ne m'occupais pas du tout, comme beaucoup de Blancs. Et ça s'est fait d'une façon tout à fait
imprévu. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Mais l'amour, ça ne se prévoit pas. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a permis de découvrir certaines choses. Ça m'a fait grandir. C'est une forme de bénédiction que d'apprendre de cette manière. Donc je pense que j'ai peut-être un peu le droit de m'exprimer. Et ce que je voudrais dire, c'est que je trouve extraordinaire, les Gabonais m'ont tout de suite paru un peuple un peu à part. En Afrique aussi, on les considère un peu à part, parce que ce sont des gens qui aiment bien palabrer d'une certaine manière, en utilisant des mots assez savants, le gros français. Et ils ont une propension à l'intellectualisme assez poussée. Donc je vois sur des forums des gens s'exprimer, et là, je vais dire une chose, c'est que ce que j'aime bien au Gabon, c'est que c'est un peuple qui est globalement, c'est une nation de gens très pacifiques. Parce qu'il faut avoir été extrêmement doux et paisible pour avoir accepté pendant 50 ans la dictature d'une famille qui, comme beaucoup de leaders africains, s'en est mis plein les poches. Avec le soutien, bien sûr, derrière de la France, qui avait de toute façon besoin, comme souvent les ex-colonisateurs, je dirais, de leaders africains fantoches, des espèces de marionnettes, qui au moins servaient leurs intérêts. La colonisation ne s'est jamais arrêtée. Elle a simplement pris d'autres canaux, d'autres aspects. Mais ce que je te dis sur les princes de la Barbaque et la domination de la matière, l'importance aujourd'hui de l'argent, devant lequel tout le monde se soumet et se met à genoux, bien évidemment, c'est ce qui a dicté la politique du Gabon comme de presque tous les pays africains. Et ça va continuer encore longtemps. Les intérêts financiers, l'argent, c'est ça qui plie en fait la bonne volonté ou les envies de changement. Et comme l'argent vient souvent de systèmes, je dirais, d'alliances, de mélange ou d'implantation d'entreprises étrangères ou de fonds étrangers, eh bien, je dirais que il est très difficile de briser ce genre de choses. Alors moi, je trouve une chose assez amusante, comme les Gabonais sont des gens très paisibles et très doux, et comme je dis, il faut l'avoir été pour avoir accepté la dictature des Bongos pendant longtemps, si longtemps, et qui appauvrit, parce que ce sont des gens qui ont vampirisé un pays aussi riche que le Gabon, un des pays africains les plus riches qui soient, pour avoir autant de misère dans la population générale, et une minuscule élite élite pas culturelle en tout cas, hein, parce que moi je les connais de l'intérieur, mais de gens qui se partagent, je dirais, l'argent qui est fabriqué par le manganèse, par le pétrole, par toutes ces matières premières, le bois précieux, etc. Eh bien, il fallait qu'ils soient extrêmement doux, les Gabonais, et très patients. Alors, je trouve que là, les Gabonais, ils ont quand même inventé quelque chose. Tu sais que ils ont fait un putsch, mais ils n'ont pas fait un putsch comme les autres Africains. Et ça, je leur tire mon chapeau. Tu connais le Virgin Mojito ? Le Mojito Virgin, c'est un Virgin sans alcool. C'est un Virgin que tu peux boire, c'est un... Virgin, ça veut dire qu'il est vierge, le Mojito sans alcool. Et ben, les Gabonais, ils ont inventé le putsch sans violence. Ils ont inventé le putsch Mojito Virgin ou le putsch Virgin. Moi, j'appelle ça le putsch Virgin. Parce que c'est un putsch, il n'y a pas une goutte de sang. C'est un putsch qui s'est fait d'une façon, je dirais, extraordinaire parce que tu as la liesse populaire. Mais bien évidemment, c'est une grosse mascarade. Bien sûr. Parce que quand tu grattes un peu, tu te vois que le général qui l'a fait, il est aussi corrompu que les autres. C'était un des chiens de garde, il faisait partie de la garde républicaine, c'est-à-dire en fait, c'est un cerbère du régime. C'est un proche de la famille Bongo. C'est une sorte de Bongo par alliance. Et bien évidemment, on te dit très rapidement, les opposants disent c'est une révolution de palais. Bien sûr. C'est même plus que ça. C'est simplement qu'on écarte un monsieur qui est devenu malade, qui ne peut plus gouverner depuis un certain temps, et que le même clan, bien sûr avec les gens plus jeunes, mais toujours aussi avides et cupides, et surtout toujours soutenus
par les mêmes intérêts étrangers, font en sorte de reprendre le pouvoir, mais de ne pas le donner éventuellement à un opposant ou à des opposants qui pourraient être légitimement et démocratiquement élus. Parce que ce qui est important surtout, c'est que finalement les gens qui sont en place soient toujours à la solde des puissances étrangères. Que ce soit la France ou d'autres pays, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est souvent plus complexe encore qu'on ne le pense. Et même moi, je te dirais, ça m'échappe. Et je ne cherche même pas à savoir, parce que c'est la caractéristique de la politique, c'est qu'elle est toujours pourrie. Alors, bien évidemment, ce général qui doit assurer ce qu'on appelle une transition est déjà millionnaire. Il a déjà acheté des maisons partout, avec des valises de fric. Ben, bien évidemment. Mais c'est normal, c'est normal. Pourquoi? Parce que quelque part, ça fonctionne comme ça en Afrique. Et ça va fonctionner encore longtemps avec les valises d'argent. Comment peut-on sortir de ça? Comment peut-on libérer les Africains de cette manipulation perpétuelle, de ce détournement, de cette corruption qui est véritablement, qui empêche tous les pays d'Afrique d'évoluer comme il le faut, qui empêche une meilleure répartition des richesses, qui empêche en fait quelque part l'Afrique de sortir d'une forme de perpétuelle dépendance. L'Afrique n'a jamais été libérée, les gars. Jamais, jamais, jamais. Moi, je vous parle. À vous, les Africains, vous n'avez jamais été libérés. La décolonisation n'a jamais eu lieu. Ça pourrait être d'ailleurs le titre d'une pièce de théâtre. La décolonisation n'a jamais eu lieu. À la Ionesco. L'absurde. L'absurdité totale. À la Kafka, si tu veux, un roman à la Kafka. Rhinocéros. Si tu veux, c'est ça. En attendant Godot, en attendant la décolonisation, en attendant la liberté, en attendant l'indépendance. Alors, la vérité, c'est qu'on ne peut pas faire de compote de pommes en prenant des pommes qui sont véreuses. Et donc, le général qui a déjà fait sa fortune, qu'il travaille pour un clan, Bongo ou un autre, peu importe, là n'est pas le problème. C'est qui manipule derrière ce clan, qui manipule à la fin. Et donc ce ne sont pas les Africains dont l'intérêt est visé, parce qu'il y a un grand mépris, de même que nous subissons aujourd'hui, en tant que citoyens européens, un grand mépris de nos gouvernants, un total mépris de nos gouvernants en tant qu'êtres humains. Eh bien les Africains eux-mêmes subissent un total mépris en bout de chaîne des mêmes personnes qui tirent les ficelles dans le monde. Voilà. Et peut-être même pire encore, parce que je soupçonne qu'il y a un racisme terrifiant derrière les gens qui sont derrière tout cela. Quelle est la solution? Moi, je voudrais dire une chose à ceux qui prennent les valises d'argent ou les enveloppes d'argent. Je voudrais dire une chose à ces Africains, parce que je sais que ça va les toucher, parce que je sais qu'ils ont quelque part des qualités de cœur que les Blancs, depuis très longtemps, ont perdues, avec leur cynisme, leur machiavélisme et une certaine forme de corruption très, très, très profonde. Parce que la corruption, elle existe aussi en France, en Europe, aux États-Unis. La corruption est très, très, très importante. Il n'y a pas que... Quand on dit « Ah, la corruption des pays... Non. Elle est initiée de ces endroits-là. Elle vient de ces endroits-là. Comme une gangrène qui descend comme ça, vers tout le corps humain, vers la totalité de la planète. Donc moi, j'aimerais leur dire une chose. Quand tu t'apprêtes à prendre une valise de fric, ou que tu t'apprêtes à prendre une enveloppe, pense à ta mère. Pense à cette maman africaine, parce qu'il y a toujours une maman africaine qui bosse dans les familles africaines, bien plus encore que les hommes. Souvent, elle se défonce, la maman africaine, pour apporter de l'argent, quelques pièces, quelques billets. Et nous connaissons, il y a des études qui ont été faites sur le mode de vie des Africains, de toute l'Afrique. Et dans toute l'Afrique, ce qu'on voit, c'est que les femmes sont tellement courageuses. Les femmes africaines, et moi j'ai eu dans mon lit pendant 9 ans, mon épouse chérie,
que j'ai chérie et adorée, qui était une maman africaine, que j'ai fait maman, parce qu'elle n'était pas maman avant. Donc je sais ce que c'est qu'une maman africaine. Parce que moi j'ai été aussi appelé papa, comme on dit en Afrique. Eh bien ces femmes-là, comment elles sont courageuses pour toujours apporter de l'argent dans la famille. Alors moi je te demande, toi qui as une maman africaine, ta maman, dis-toi bien que quand tu prends une valise de fric, dis-toi bien que quand tu prends une enveloppe pleine de fric, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de mamans africaines à qui tu voles cet argent. Tu ne le voles pas comme tu peux penser dans l'abstrait. Tu penses à la voiture que tu vas avoir, tu penses à la 3e Rolls, tu penses à au 4e appartement de l'avenue Foch. Tu penses à tout ça, aux appartements, aux maisons que tu vas acheter à Miami. Parce que tu ne peux pas t'empêcher d'accumuler. Mais tu devrais penser qu'avec cet argent énorme, par rapport au niveau de vie moyen, par exemple de la maman gabonaise qui se donne du mal, eh bien, et qui ne va pas acheter des yaourts venus de France au Secado local, mais toi tu peux, avec cet argent, tu vas pouvoir. Mais dis-toi que tout cet argent, tu le voles à des milliers, à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de mamans qui normalement devraient en avoir un petit peu. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu penses. Moi, parce que j'ai mélangé mon sang avec l'Afrique, parce que mes filles, j'espère, qui ont moitié sang blanc, moitié sang noir, j'espère qu'un jour, elles pourront revenir en Afrique et justement remonter tout ça. Ça me ferait tellement plaisir. Remonter cette espèce d'abandon et d'égoïsme, parce que c'est ce qu'il y a derrière, le manque d'amour. Vous n'avez tout le temps dans votre bouche que mon frère, ma sœur. Mais si tu aimes ton frère, ta sœur, tu ne prends pas les valises de fric, tu ne prends pas, parce que tu sais que tu le prends à eux. Et en plus, tu continues le vieil esclavage. Qui c'est qui a participé, qui a aidé les négriers? Arrêtons de nous voiler la face. C'était des Noirs qui allaient des fois voler dans les villages voisins. C'est vrai qu'ils faisaient des guerres de clans. Donc ils se disaient, c'est pas important. Ils avaient l'habitude de foutre la pâtée aux clans voisins. Mais quand même, c'est eux aussi qui ont donné. Et si tu vas interroger tous les négriers arabes qui écumaient les côtes, ils se ravitaillaient, ils avaient des pourvoyeurs qui étaient noirs. Ça continue. Ça continue. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que le peuple noir va arrêter de trahir le peuple noir? Quand est-ce que vous allez comprendre que quand vous faites certaines choses, vous poignardez vos frères et vos sœurs? Que ces blancs que vous détestez, mais en même temps que vous jalousez, mais vous pouvez les mettre tellement en bas. Parce que, quelque part, qu'est-ce qui vous permet d'être les grands seigneurs? C'est d'être moralement au-dessus d'eux. Moralement. Vous pouvez les battre à plate couture. Vous pouvez les humilier quand vous voulez, en vous montrant supérieur à eux du point de vue de la morale. Vous avez les bases, que ce soit le christianisme ou la religion musulmane, il y a les bases, si vous voulez, spirituelles, pour avoir une morale. Mais regardez déjà le mal que vous-même vous faites à vos frères et à vos sœurs. Et si tous les Africains disent non au système des valises de fric, d'argent, de la corruption, mais là vous gagnez. Vous foutez tout le monde dehors. Vous reprenez possession de tout le pays. Toutes les entreprises retombent dans votre main parce que tout s'arrête. Ça ne tient que par votre faiblesse. C'est parce que vous acceptez, vous vous dites « oui, je pense d'abord à moi ». Donc moi je te dis une chose, l'argent, quand il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, cet argent il le vole toujours aux autres. C'est la base. Quand tu es dans une cour de récré et qu'à la fin tu as toutes les billes, tu les as prises aux autres. Tu as le sac de billes complet.
Sache que ça fonctionne toujours comme ça. Et si tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu vas comprendre pourquoi. Si tu veux que ça s'arrête, il y a le moyen de dire stop. Il y a un autre aspect que je veux signaler maintenant. Parce que ça, c'est mon cheval de bataille. C'est l'éducation. C'est le savoir et la connaissance. Quand j'ai pris mes classes en tant que jeune enseignant dans des lycées qui étaient pourris en banlieue, puisque quelle que soit la grande école que j'avais eue en France, puisqu'on écrase les têtes qui dépassent, on m'avait envoyé dans une banlieue bien pourrie et on m'avait donné ce qu'on appelait les classes d'adaptation, première STT d'adaptation, etc. J'avais une forte population d'enfants d'origine étrangère, issus de l'immigration. Beaucoup, comme on dit, d'enfants d'origine maghrébine, pas beaucoup d'Africains. Et ils n'étaient pas contents parce qu'ils se disaient nous sommes dans un jeu qui est pipé. Ce en quoi ils avaient parfaitement raison. Les dés sont pipés. Mais je leur disais une chose, la seule façon de vous en sortir, c'est d'obéir et d'appliquer cette maxime dans votre vie, toute votre vie. Savoir égale pouvoir. Savoir égale pouvoir. Savoir égale pouvoir. La seule façon de retourner la situation, c'est d'avoir des connaissances, un savoir, une culture aussi étendue, sinon plus étendue que ceux qui vous dominent. Donc, le number one du number one pour toutes les familles africaines doit être d'envoyer un enfant à l'université dans l'étranger et qu'il en revienne avec tout le savoir qu'il peut rapporter dans son pays pour justement le libérer de toutes les formes de domination culturelle, intellectuelle. Moi, je me rappelle qu'étant jeune, on me parlait de Senghor. Senghor a toujours été, dans l'esprit des Français, très admiré, parce qu'il représentait finalement cette image d'un intellectuel noir. Aujourd'hui, on ne nous montre pas les équivalents des Senghor. Autrefois, on se rend compte qu'il y a eu des gens qui étaient des lumières dans les communautés noires. Martin Luther King, on s'est empressé de le zigouiller, parce qu'il gênait. Tous les gens qui ont essayé de faire du panafricanisme un peu sérieusement ont eu des gros problèmes. Le panafricanisme, c'est une idée qui ne pourra pas voir le jour si on ne tombe pas profondément amoureux de l'Afrique. Moi, je te parle en tant qu'amoureux de l'Afrique. Moi, je suis tombé amoureux d'une femme africaine. Je lui ai fait 2 enfants. Mais j'aime l'Afrique à vie. Je ne peux pas, même si elle m'a fait des crasses. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça n'enlève pas que mon sang est mélangé au sang de l'Afrique. Mais si vraiment, vraiment, on est amoureux de l'Afrique, alors on doit vouloir aussi que culturellement, intellectuellement, elle brille. Donc moi, je vais vous dire une chose. Il y a la morale. Il y a une éthique. Et il faut être ferme. Il faut se montrer supérieur à toute cette corruption qui vient de l'Occident et qui a été initiée par elle. Et je sais que ce n'est pas facile. Et il y a l'autre aspect qui permet de verrouiller le premier, parce que sinon ça ne marchera jamais. C'est bien d'avoir de la morale, mais si tu n'as pas la culture derrière, si tu n'as pas l'intellect pour le soutenir, tu ne vas jamais très loin. Quand je reviens 2 générations en arrière, qu'est-ce que je trouve dans ma famille? Des ouvriers. Mon grand-père pelletait le charbon dans les grosses locomotives pacifiques de 131, je crois, entre Paris et Cherbourg pendant l'occupation. Il a caché des Juifs dans son train. Et d'ailleurs, il a été ensuite, pas vraiment décoré, mais il a eu les remerciements de la SNCF de l'époque. C'était un homme du peuple, comme on dit. Et ma grand-mère,
Elle était couturière. Quand je vais du côté maintenant des Espagnols, qui est ma mère, mon grand-père était un agriculteur qui arrive en France après que toute sa récolte de tomates a été hachée menu par des grêlons. Il va travailler en France toute sa vie dans des garages à démonter des moteurs. Et il va mourir finalement d'une cirrhose du foie parce qu'à l'époque, on buvait pas mal de vin dans les ateliers. Et ma mère, elle ramassait des fagots, plus que son poids, alors qu'elle avait moins de 10 ans, parce qu'il a d'abord commencé par couper du bois dans les forêts françaises. Et on l'humiliait, parce qu'elle ne parlait pas bien le français. Et à l'époque, le racisme, il était sur les Espagnols et les Portugais. Elle en a pris plein la gueule. Quand je remonte en arrière dans le temps, je vois des gens qui étaient de conditions sociales très pauvres. Et donc ma mère, et même mon père, qui avait pourtant fait son chemin dans la littérature, par son talent, il voulait absolument que je fasse des études, parce qu'il n'avait pas pu les faire, ni l'un ni l'autre. Ma mère s'est arrêtée au certificat d'études. Mon père voulait faire des études de droit, mais comme il venait du monde ouvrier, il n'avait pas l'argent. Il a fait ce qu'il a pu. Donc ils m'ont dit, il faut que tu fasses des études à notre place. Et j'ai fait des études, comme on dit en Afrique, jusqu'à... J'en ai tellement fait, j'en ai fait pour au moins 3 familles. L'agrégation, normale supérieure, le doctorat, lettres classiques en plus, latin-grec, pour l'agrégation. Je leur ai fait honneur, j'ai eu le rang 4e à l'agrég. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas mauvais. Ça ne m'a pas servi, à part être professeur. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas servi. Mais ça a servi à une chose. C'est à ce que je te parle aujourd'hui, de cette manière que j'ai de te parler, pour te transmettre le virus de l'éducation. Que tu le transmettes à tes enfants. Parce que c'est la seule façon de prendre conscience de nos chaînes. Si aujourd'hui Xander te parle, si aujourd'hui Xander te demande de te révolter, de te réveiller et de t'informer, c'est parce que lui-même, il vient de génération et génération d'esclaves et d'opprimés. Et quand ils ont vu cette ignorance où ils étaient et où on les maintenait, ils ont demandé à leur descendance, et moi j'étais le fils unique, travail à l'école. Et ma vie, ça a été quoi ? Ça a été être dans ma chambre, avec mes livres. Et j'ai fait des études tellement longtemps. Mais pourquoi ? Ça n'a servi à rien. Objectivement, on va dire que ça n'a servi à rien. J'ai été enseignant et j'ai quitté le monde enseignant parce que j'ai vu qu'il y avait des irrégularités au niveau académique, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, que l'égalité des chances n'était pas appliquée. Oui, mais la vérité, c'est que je sais aujourd'hui pourquoi j'ai fait tout ça. C'est pour pouvoir te parler à toi. Surtout à toi qui es africain. Parce que ça va continuer, cet esclavage. Cette servitude va continuer. Tu verras encore tes tantes, ta mère, tes sœurs pleurer. Ça ne sera jamais fini. Parce que c'est volontaire de maintenir les êtres humains dans l'ignorance. Quand les gens sont ignorants, on les manipule comme on veut. On les opprime comme on veut. Savoir égale pouvoir. Je me suis libéré parce que mes parents m'ont demandé de faire des études, parce qu'ils voulaient quelque part que je voie des choses, que je comprenne des choses et que j'en parle autour de moi, comme je le fais avec Xander. Là, nous parlons du Gabon, qui est un pays auquel mon destin est mêlé. Et je ne sais pas comment c'est venu. Et nous parlons de l'Afrique, mais c'est valable pour la terre entière. Parce que ce qui se passe actuellement, partout, c'est ça, c'est la manipulation des gens, par l'ignorance. Parce que les gens préfèrent se mettre devant la télé le soir, ne pas prendre un livre, ne pas chercher sur Internet les informations, et ne pas les transmettre ensuite en parlant aux autres, en se réunissant.
et en échangeant comme je le fais, gratuitement, sans avoir de l'intérêt derrière. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que moi je suis le descendant de familles d'esclaves, d'immigrés, d'ouvriers. Voilà. Et c'est pour ça que je retourne contre ceux qui sont à l'origine de ce genre d'oppression, leurs propres outils, leurs propres armes. Et je connais et je sais faire. Je sais comment résister. Je sais comment me battre. Je sais comment fabriquer les outils pour me battre, les outils intellectuels. Donc suis-moi, fais comme moi, apprends à tes enfants à devenir intelligents, à devenir cultivés, à avoir de l'esprit critique, à ne pas se laisser manipuler. Apprends-leur aussi à être des individus moraux, qui ont une éthique, qui essayent de faire le bien, qui ne se laissent jamais acheter. Car quand tu te laisses acheter, tu perds tout. Tu perds ta dignité. Tu perds tout ce qui fait de toi quelqu'un de valable. Et la vérité, c'est que tu as sur tes mains la faute, l'esclavage que l'on fait à tes proches. Des fois le sang même de tes proches. Combien de leaders africains, parce qu'ils ont voulu avoir telle propriété, ceci, cela, portent aujourd'hui du sang sur leurs mains. On ne peut pas dormir comme ça, tranquille. On ne peut pas. Donc, je m'inquiète pour le Gabon, où se trouve au moment où je te parle, mon ex-épouse et mes 2 enfants, nos 2 enfants, qui vivent donc au pays. Je m'inquiète parce que quelque part, je me dis, ça va continuer comme avant. Mais ça peut changer. Si toi, tu décides que ton enfant, peut-être toi, il est trop tard, sauf si tu es jeune, mais si tu décides que ton enfant va étudier, que tu vas faire tout ce qu'il faut pour l'envoyer dans les écoles les plus prestigieuses, eh bien, il y aura une chance que ça change. Je disais un jour à mon ex-épouse africaine, je sais qu'un jour, c'est de l'Afrique que décolleront les vaisseaux qui iront dans les étoiles. Pas ceux actuellement qui s'amusent sur les planètes, mais ce que j'appelle les vaisseaux interstellaires. Et il y aura une Afrique qui n'aura rien à voir avec celle que nous connaissons. Parce que des choses vont se produire qui vont faire que l'Afrique sera préservée et qu'elle servira sans doute de refuge, d'un endroit d'où redémarrera sans doute l'humanité plus tard. L'histoire humaine a commencé en Afrique. Nous sommes tous africains à l'origine. Les recherches scientifiques l'ont montré. Qu'il y ait eu ensuite des variétés qui se dépigmentent. Et moi, je ne parle pas de race. Nous savons très bien que la disparition des pigments de la mélanine, dès qu'on se rapproche des contrées du Nord, est obligatoire si on veut continuer à synthétiser la vitamine D, essentielle à la croissance de nos os et de nos muscles. Donc il fallait bien se dépigmenter. La dépigmentation met la base, je dirais la norme de l'être humain. C'est l'homme à peau noire. C'est là où nous sommes apparus. C'est notre origine à tous. Nous sommes africains à la base. Et c'est pour ça, je pense, que l'Afrique doit être vraiment protégée. Elle ne l'est pas. Elle est encore pillée. Mais elle a une chance. Bizarrement, c'est une forme de sous-développement qui change parce que beaucoup de leaders voudraient développer à la manière des Occidentaux l'Afrique. Ne commettez pas cette erreur. Laissez à votre continent sa verdure. Essayez de voir plus loin. Parce qu'un jour, on va se rendre compte que l'Afrique restera intacte, sera l'endroit où tout le monde voudra vivre, l'endroit où il y aura le savoir et la technologie. Mais ça se fait maintenant. Moi, je crois en l'Afrique. Je crois aux Africains. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se dégager. Mais ça passe par des moments difficiles de sacrifice. Parce que envoyer un enfant dans une université et ne pas le voir, et risquer aussi sa vie, parce que des fois à l'étranger il se produit des choses,
Il y a des étudiants africains qui ont été malmenés, voire tués, par racisme. Il y a des choses qui se produisent, il y a un risque, il y a une prise de risque et de sacrifice, mais le résultat sera qu'il y aura dans cette diaspora un retour ensuite d'éléments intellectuellement brillants qui pourront, à ce moment, véritablement gérer l'Afrique de manière indépendante. L'indépendance africaine, pour le moment, n'est qu'un mythe, mais elle doit devenir réalité. C'est fondamental. Parce qu'aucun être humain ne peut vivre comme ça en étant toujours sous le joug d'un autre peuple. Et c'est ce que vivent toujours les Africains, toujours. Et il y a des choses qui se font en sous-main pour garder ce type de servitude. Donc, moi j'y suis très sensible à cela. J'y suis très sensible. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire tout est corrompu, tout est pourri. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains et d'Africaines jeunes qui sont très différents des anciennes générations. Ils sont très, très prometteurs. Ils sont très intéressants. Et déjà, il faut justement les encourager. Car ils ont vraiment envie de gérer les pays africains sans demander des comptes à quiconque et sans dépendre de quiconque. Il faut les encourager. Je voulais te faire donc partager avec toi ce que je ressens, parce que c'est dans mon cœur, je parle avec mon cœur, parce que j'ai mélangé mon sang avec l'Afrique, et j'adore, bien sûr, mes 2 filles métisses que j'embrasse au passage, même si je ne peux pas les voir, pour des raisons qui sont complexes. Moi, je dirais une chose pour finir. Vive le Gabon et vive l'Afrique. Je te dis à très bientôt.